Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire La cybersécurité n'est plus une option. Benjamin Vicari, société VTX. Je suis responsable produit sur la partie cloud et cybersécurité et je suis aujourd'hui accompagné d'Olivier de chez Kudelski. Bonjour à tous, Olivier Spielmann, Kudeski Security. Je suis vice-président des services de détection sécurité 24 heures sur 24 et intervention d'urgence en cybersécurité. Au préalable, j'étais responsable sécurité du groupe Kudeski. Merci à VTVX et à Benjamin pour l'invitation à ce webinaire. Alors nous allons tout de suite démarrer. Je vais partager mon écran. Et en attendant, je vous invite, si vous avez des questions durant ce webinaire, à les mettre dans le chat et avec Olivier, on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc démarrons, vaste sujet. La cybersécurité n'est plus une option. On va tout de suite rentrer, dans le vif du sujet avec une introduction, d'Albert Einstein qui nous dit que le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Donc effectivement, à chaque fois qu'il y a progrès, technique, qu'il soit digital ou autre, on a forcément du positif, mais aussi du négatif et on va le voir par la suite. Donc si je fais un peu le parallèle de ce qui s'est passé, sur les 20 dernières années au niveau d'internet, où on est passé finalement du virus aux cyberattaques. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté notre footprint sur la partie, digitale et comment? Donc au début, on était à la maison, nos applicatifs et notre infrastructure étaient, dans notre entreprise, en on premises et on a commencé doucement à aller sur internet avec des notions de peer-to-peer, avec des notions de téléchargement, d'email et de navigation. Donc on a commencé doucement à s'ouvrir à internet et là les virus sont arrivés et au fil des années, les usages se sont diversifiés, le numérique digital s'est diversifié et on s'est ouvert, sur des notions de public cloud, sur des notions de cloud privé avec de la sécurisation type VPN ou autre, mais aussi avec des usages type SaaS, donc sur de la VoIP, sur de l'IaaS ou du backup as a service. Donc les usages se sont diversifiés, on était vers plus de digitalisation, donc forcément on était vers plus de cyberattaques. Et la cybersécurité n'est pas une discipline monolithique, c'est la somme des actions de chaque composante numérique. Effectivement, les notions de cybersécurité, c'est un constat, beaucoup d'acteurs y participent. On va retrouver des éditeurs qui sont là pour créer des applications, mais aussi pour sécuriser ces applications. On va retrouver des constructeurs qui sont là pour sécuriser, des composants de hardware, des service providers qui sont là pour créer des infrastructures et ces infrastructures doivent être résilientes, redondantes, cyber résilientes pour héberger et gérer les données des clients et aussi des secure agencies comme ici Kudelski qui sont là pour créer de la détection active sur les services providers au niveau des données. Donc on a un rapport de force largement favorable à la cybercriminalité. Et comment? Le constat est qu'une entreprise a pour objectif de tendre vers 100 de sécurité, ce qui en soi est difficilement atteignable. Et on a un cybercriminel qui lui, même s'il n'atteint que 0,1 pour lui c'est une réussite, pour lui c'est bingo. Pourquoi? Parce que les cybercriminels sont un peu comme cette image. Ils ratissent au chalut. Ils ont des océans de données. En fait et ils vont sans vraiment savoir ce qu'ils cherchent. L'image elle est simple, c'est qu'un cybercriminel, il va pas cibler une entreprise, une autre entreprise. Finalement, il sait qu'il peut attaquer sur, hem, tel type de faille et il va finalement, ce qu'on appelle broadcaster, aller sur un réseau finalement internet qui est immense et il va aller trouver des failles qui lui sont détectées par son logiciel. Donc finalement, il chasse avec un chalut dans ce monde d'océans de données et finalement, on est tous concernés par ça. On l'a vu précédemment. Donc si on reprend notre molécule et qu'on s'intéresse aux éditeurs et qu'on prend le cas de Google ou Microsoft, ils dépensent des dizaines de millions pour payer des gens à trouver des failles. C'est limite, c'est des chasseurs de primes et on a ce qu'on appelle des notions de bug bounty, donc c'est des communautés d'hackers éthiques qui sont là pour trouver des failles et ils sont payés pour trouver des failles. Donc tout le monde est concerné et on prend le cas aussi de, la Confédération suisse et Poste qui s'est également dotée de
de hacker éthique via des bug bounty pour sécuriser les votes. Donc maintenant, si on va sur le service provider doit lui construire des services résilients. Il doit construire des services cyber-résilients pour accueillir de la donnée et pour aller vers des notions de cybersécurité. C'est sa notion de cybersécurité. Lui, il doit gérer les données de ses clients. Et pour ce faire, intéressons-nous à la construction d'un data center. Comment est fait un data center? Donc on va sur les notions de redondance. Redondance, disons physique, électrique. Donc on est sur un double parcours électrique parce qu'on sait très bien que le premier peut tomber en panne. Donc on en met un deuxième. Puis on va également mettre du backup, ce qu'on appelle de l'UPS, c'est finalement des piles. Puis on va venir se connecter à internet, sur l'internet monde, mais on va le doubler, parce que 1 ne suffit jamais. Puis on va également doubler la data de transit, donc c'est là où va passer le connexion internet. Mais on va surtout redonder tous les équipements, pour être sûr qu'on ne tombe pas en panne. Et on fait face aujourd'hui à une crise énergétique. On sait que demain, on peut nous couper le courant. Donc, on va investir sur de l'alimentation secondaire, sur des génératrices, mais non pas une, mais deux, parce qu'on sait que la première peut tomber en panne. Donc finalement, on doit construire énormément de choses pour avoir et c'est ce type d'architecture type d'un data center. C'est les règles, c'est la règle de l'art pour construire un nœud et là je ne parle que d'un data center. Parce que pour construire des nuages cloud, un service provider ne doit pas se doter d'un data center, il doit se doter d'à minima 2 data centers qui doivent être distants. Parce qu'on doit aussi avoir des notions de séisme, donc ils doivent être distants d'à minima 80 km. Et un service provider n'a pas un, 2, il a une multitude de nuages qu'on appelle de nuages cloud de data center. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui est données de production. Donc il a un, 2 ou plusieurs, mais il a surtout un troisième site de backup qui lui permet de gérer le backup des données de production. Donc cet ensemble de nuages, cet ensemble de points de nuages constitue un cloud, constitue un service qui nous permet d'accueillir de la donnée client, qui nous permet d'accueillir de l'infrastructure as a service, mais aussi du backup as a service. Donc vous avez vu, on a construit cette couche d'infrastructure qui est finalement la fondation d'un service provider. Et suite à ça, on va venir rajouter des couches. Toujours plus, toujours rajouter des couches, parce que ça ne suffit pas. Donc on ajoute une nouvelle couche, et cette nouvelle couche, c'est de l'équipement physique. Et là encore, on va venir doubler ces équipements physiques. Et on va venir rajouter de nouveau de la sécurité applicative, type WAF, type IP géolocalisation, etc., etc. Mais on n'a toujours pas parlé de données clients. Donc maintenant, je vais venir gérer ma donnée client. Et une fois que j'ai géré ma donnée client, je vais devoir la backuper. Et on a des règles pour ça. On a des règles, la règle du 3-2-1-1-0, c'est-à-dire que je dois absolument avoir 3 copies de données. Je dois absolument avoir 2 différents supports, une copie hors site, une copie hors ligne, et absolument, je dois vérifier et n'avoir aucune erreur quant à ma récupération. Et c'est absolument important. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est Winbiz. Winbiz n'est pas défaillant sur ce qui lui est enfin, il n'est pas proprement impacté sur ce qui lui est arrivé, dans le sens où c'est pas Winbiz, c'est son service provider derrière, qui a été cyberattaqué. Et toutes les entreprises sont tombées parce qu'il n'y avait pas de backup. Donc il y avait 3 copies, mais pas de backup. Le deuxième cas, c'est OVH. OVH, j'avais entendu que le data center de Strasbourg a brûlé et c'est le même cas. Donc le data center a brûlé, cependant la production et le backup étaient au même endroit. Pas dans la même salle, mais au même endroit. Donc on n'était pas sur ces règles-là. Et il faut appliquer ces règles-là pour vraiment être sûr que vos données soient sécurisées. Pour résumer, voici ce qu'un service provider doit faire. Il doit créer de la connectivité résiliente. Il doit créer une couche supplémentaire de firewall, doublée, de l'anti-DDoS. Mais il doit aussi ajouter des notions de backup, on l'a vu, des notions d'infogérance également, que ce soit de l'IT ou de la sécurité. Et tout ceci constitue la protection active qu'un service provider doit faire pour gérer les données de ses clients. Vient s'ajouter à cela toute la partie détection active. Et c'est le rôle de Kudelski. Et je vais laisser la parole à Olivier pour nous présenter cette partie-là, qui lui va venir sécuriser et détecter les failles de la protection active et des données clients. Merci Benjamin. Donc, je vais vous parler de la détection active qu'on a mis en place en partenariat avec VTX pour les clients VTX.
Donc tout d'abord, il est important de comprendre dans le monde de la cybersécurité, le temps est l'ennemi de la défense. Les pirates vont jouer sur le temps pour être capables d'être performants au niveau des attaques et impacter au maximum les entreprises. Ici, on voit 4 chiffres intéressants. Le premier, si on commence en haut à gauche, 19 plus de 19 000 nouvelles vulnérabilités ont été découvertes en 2022. C'est un énorme volume de portes d'entrée pour les attaques informatiques qui sont liées à des bugs logiciels en fait. C'est le nombre de vulnérabilités augmente drastiquement d'année en année et donc c'est toujours plus de portes ouvertes pour les pirates. Ensuite, il ne faut que 9 jours en moyenne pour les pirates non, pour être capable d'exploiter ces vulnérabilités et de construire une attaque qui va fonctionner. Par exemple, dernièrement, on a vu qu'il y avait des vulnérabilités sur l'infrastructure VMware de virtualisation. Et donc aujourd'hui, on a des attaques qui sont actives, qui vont exploiter cette vulnérabilité. Donc les attaquants sont très rapides pour, dès qu'ils ont vu une vulnérabilité, d'être capables de construire une attaque pour ensuite l'exploiter. On va parler de moins de 4 jours entre le moment où l'attaque elle démarre dans une entreprise jusqu'au moment où, par exemple, une rançon est demandée, dans le cadre d'un rançongiciel, d'un ransomware. C'est extrêmement court. Il y a 2 ans, on parlait de 60 jours, le temps qu'ils trouvent leur chemin dans l'infrastructure de la cible pour être capable de bloquer les systèmes et de demander une rançon. Aujourd'hui, on parle de moins de 4 jours. Dépendamment de l'environnement et de la complexité de l'environnement, ça peut même être plus rapide. Donc ça va très vite et donc il faut être capable de les détecter durant cet intervalle de temps durant lequel l'attaque est finalement en cours mais n'a pas eu d'impact majeur sur l'entreprise. Finalement, il faut en moyenne 70 jours pour remonter le système d'information après une attaque et être à nouveau dans un système, on va dire, nominal de fonctionnement et de production. Donc tous ces éléments-là montrent qu'au niveau cyber, le temps est important et le temps de détection et de réponse réduit chaque année car les pirates se professionnalisent. Donc il est important de mettre en place une approche holistique, une approche complète sur la cyberdéfense. Ici, vous voyez sur la droite un référentiel. J'ai utilisé le référentiel NIST, qui est un référentiel américain qui finalement décrit les différents éléments du plan de cyberdéfense. Le premier élément en bleu, c'est la partie identification. Vous allez, via des audits de sécurité ou via des tests d'intrusion, identifier vos faiblesses avant qu'elles ne puissent être exploitées par les pirates informatiques. Ça va vous permettre d'anticiper et de protéger. On arrive dans la phase violette du cercle. La protection. La protection, elle consiste à mettre en place une architecture qui va protéger votre environnement, à mettre en place des systèmes de protection, comme a parlé Benjamin, par rapport, par exemple, à la protection réseau, à la protection des sauvegardes, à la protection contre les attaques de déni de service, mais aussi à la protection contre les serveurs, les attaques contre les serveurs ou contre les postes de travail. Finalement, il faut être capable de détecter 24 heures sur 24 rapidement. On n'arrivera jamais à une protection à 100%. Les pirates sont extrêmement malins, ils vont toujours réussir à adapter leur système d'attaque. Et donc, il faut détecter rapidement et pouvoir ensuite faire une investigation de telle sorte à permettre une réponse à un incident professionnel pour limiter l'impact d'une attaque et idéalement ne pas avoir d'impact d'une attaque, même si finalement ils ont réussi à faire les premiers pas d'une attaque. Au final, la phase verte consiste à toujours apprendre et toujours améliorer. Donc, quand on a subi une attaque ou quand d'autres ont subi une attaque, c'est une opportunité d'apprendre et d'améliorer le système de défense pour être toujours meilleur et ne pas se remettre dans l'embarras pour une attaque identique. Donc, les services que nous proposons en collaboration avec VTI sont des services de Security Operations Center 24 heures sur 24. Donc, ça consiste à surveiller l'environnement des entreprises au niveau du système d'information. Donc, on va parler des postes de travail, on va parler des serveurs, on va parler du réseau informatique, des data centers, des centres de calcul. On va parler des environnements cloud, évidemment, parce que énormément de services sont finalement migrés dans le cloud actuellement. Donc, par exemple, Microsoft Office 365, Amazon, Google. On va parler aussi de la protection des systèmes industriels. Tout ça, on va collecter des informations dans notre plateforme Fusion Detect pour essayer d'en détecter des anomalies, des suspicions d'attaque qui vont être soumises 24 heures sur 24 à nos experts de sécurité
qui se trouvent, en Suisse, mais aussi on a des centres en Espagne et aux États-Unis et qui vont, finalement effectuer une investigation pour comprendre, l'attaque, si c'est une attaque réelle ou si c'est une fausse alerte et ensuite comprendre quels sont les éléments de réponse à mettre en place pour rapidement répondre et éviter un impact majeur. De plus, on ne va pas uniquement attendre qu'on reçoit des alertes des systèmes de sécurité, on va aussi lancer des chasses à la menace pour proactivement aller chercher des attaques qui n'auraient pas été détectées par les systèmes de sécurité. En sachant que les pirates sont toujours plus malins, ils sont capables d'évader aussi les systèmes de sécurité et c'est là que nos chasseurs vont aussi aller tenter d'aller chercher. Finalement, on va pouvoir engager notre équipe d'intervention en urgence, ce qu'on appelle la réponse sur incident, dans des cas où des attaques auraient pu finalement s'exécuter et donc on doit aider le client à gérer la situation sur un environnement qui est sous notre protection ou sur un environnement qui est complètement à côté de notre protection. On voit par exemple des attaques qui vont essayer d'envoyer des faux messages WhatsApp ou d'autres choses qui sont pas forcément sous surveillance par nos services. Donc les solutions qu'on amène par rapport à cette problématique de temps, avec l'approche, qu'on a de manière jointe avec VTX, c'est d'amener une approche holistique. En termes d'identification de la menace, on va anticiper, les failles de sécurité pour être capable de corriger les problèmes et les faiblesses de l'environnement avant que les pirates, puissent être capables de les exploiter et ça va se faire avec des audits de sécurité, avec des tests d'intrusion, avec des scans de vulnérabilité. On va appliquer une protection instantanée sur les attaques, c'est-à-dire que, par exemple, les systèmes anti-déni de service que VTX propose ou de protection réseau ou les systèmes de protection des postes de travail vont être capables de bloquer une majeure partie de toutes ces attaques qui pourraient avoir un impact majeur sur l'environnement d'un client. Ensuite, on va fournir une détection temps réel qui va nous permettre de détecter dans des minutes les phases d'attaque, voire éventuellement des heures, mais bien avant que la demande de rançon soit appliquée et que l'impact majeur sur l'entreprise arrive. Finalement, en cas de réponse sur incident, on vient avec une approche qui est 5 à 10 fois plus rapide qu'une approche traditionnelle. Ça permet aussi aux entreprises de pouvoir finalement ne pas mettre trop de ressources et d'énergie dans la réponse sur incident et de bien focaliser les activités de réponse sur incident. Donc 2 mots sur ce que nous voyons depuis nos Cyber Fusion Centers au niveau mondial chez Kudeski Security. Donc par jour, nous traitons 24 milliards d'événements. 650, c'est la phase orange que vous voyez sur le graphique, sont investigués par nos analystes de sécurité, nos experts de sécurité, pour finalement déceler 44 incidents confirmés par jour chez tous nos clients. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 clients dans le monde. Les activités suspectes que nous détectons sont les activités suspectes des utilisateurs, des postes de travail, les logiciels malveillants, les erreurs de configuration. Nous lançons plus de 50 campagnes de chasse à la menace par année et nous avons plus de 120 interventions en urgence par an chez nos clients ou non clients. Nous aidons évidemment les sociétés qui se font pirater, qui ne sont pas des clients également en urgence. Maintenant, je vais redonner la main à Benjamin pour la conclusion. Merci Olivier pour cette, présentation. Donc vous l'avez compris, la cybersécurité engage tous les acteurs du monde numérique et finalement, on va se poser la question, hem, côté entreprise et vous, en fait, parce que vous déléguez votre confiance à des éditeurs, à des service providers et à des spécialistes comme Kudelski, on vient de le voir et finalement, heu, il n'y a pas qu'une réponse. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises sont différentes, que ce soit par la taille, par le secteur et cetera. Donc il n'y a pas une réponse standard à la cybersécurité. Mais vous devez vous poser les questions de: «Quels sont mes outils? Quelles sont mes données? Et ai-je de la détection active?» et en fonction de ça, définir le risque de management sur: «Est-ce que si je suis coupé, qu'est-ce qui se passe?» et cetera, et cetera, et cetera. Parce que votre objectif derrière et ce que j'ai mis, derrière le mot gouvernance, c'est qu'il vous faut une politique de gouvernance. Vu la complexité et les quantités d'acteurs, il faut que vous vous fassiez accompagner et que vous ayez cette politique de gouvernance. En résumé, le prix de la cyber-résilience, le prix de la sécurité en toute situation, c'est une infrastructure sécurisée, une protection active, une détection active, de l'infogérance, des processus et de la gouvernance, mais aussi et surtout de la formation continue, de la formation sur vos utilisateurs.
Comme le dit Klaus Glagos, la plupart des problèmes informatiques se trouvent entre le clavier et la chaise. Parce que la faille peut absolument venir de mes collaborateurs. Il est important de sensibiliser, accompagner et former vos collaborateurs. Parce que vous avez beau monter le plus grand château fort, qu'il existe, la plus grosse sécurité qu'il existe, si vos utilisateurs ne sont pas formés, sensibilisés à ces menaces, au moindre clic, votre système informatique, il peut tomber. Et je prends un cas qui est hyper d'actualité, qui est de ce matin. Ce sont les CFF, qui sont fait pirater parce que l'un de le collaborateur a cliqué sur un email malvenant. Donc pour résumer, on l'a vu, c'est complexe, c'est vaste, on est quand même sur un domaine qui est extrêmement vaste au vu des acteurs et des actualités. Et je vais vous donner une petite lueur d'espoir pour bien démarrer, 4 conseils pour bien débuter en termes de sécurité et de cybersécurité. 1, on l'a vu et je vous ai fait part d'actualité, il faut absolument disposer de sauvegardes régulières. La règle du 3-2-1-1-0 est absolument primordiale pour avoir des sauvegardes pérennes. 2, les éditeurs dépensent des dizaines de millions de dollars à créer, des logiciels qui soient à jour. Adoptez ces mises à jour. 3, le nomadisme. Vos laptops, vous pouvez les balader partout. Vos mobiles, ils peuvent capter n'importe quel Wi-Fi. Il est important de sécuriser vos situations nomadistes de vos collaborateurs, que ce soit avec de VPN, de l'IPsec, de la double factor authentification, mais pensez-y. Et le 4, c'est absolument miser sur vos collaborateurs. Sensibilisez-les. Ayez cette démarche de formation auprès d'eux. Donc, pour tenter d'y voir plus clair et d'élargir ce scope, hem, on va publier un livre blanc qui va vous être envoyé à tout le monde. Donc tous ceux qui sont dans ce webinaire vont recevoir ce livre blanc tout de suite, à la fin, et vous pourrez y voir un peu plus clair. Donc voilà pour la présentation de ce vaste sujet. Nous sommes à disposition avec Olivier. Nous allons prendre les questions qu'il y a dans le chat et tenter d'y répondre. Bonjour à tous, merci Benjamin et Olivier pour cette introduction. Hein. On voit que la situation n'est pas simple, l'actualité est prégnante. Alors, on a quelques questions qui ont été posées, donc c'est sûr qu'on peut difficilement répondre à tous les sujets et on invitera les différentes personnes qui sont sur ce webinaire à approfondir le questionnement. Mais il y a une première question donc, qui a été posée par Willy Studer qui concerne les assurances de cybersécurité. Donc, qu'est-ce qu'une assurance de cybersécurité peut réellement apporter? Je pense à l'offre de la mobilière, par exemple. Y a-t-il déjà du recul par rapport à ces solutions? Donc, peut-être une question pour toi, Olivier, ou toi, Benjamin, par rapport à ces contrats d'assurance, hein, où il s'agirait de pouvoir s'assurer en cas de risque de cyberpiratage. Bien sûr. Peut-être je peux commencer par répondre. Donc, clairement, les assurances de cybersécurité sont extrêmement actives, hein. Aujourd'hui, nous, on a des partenariats aussi avec ces assurances-là parce qu'on va les supporter dans le cadre de l'intervention en urgence pour leurs clients. Cependant, l'assurance reste finalement un transfert du risque vers une assurance. Ça peut pas être la solution unique. Il est important de mettre en place un système de défense et de couvrir le risque résiduel par une assurance, c'est tout à fait possible. Bien lire les clauses des assurances parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des exclusions par rapport surtout au point un petit peu chaud qui est-ce que la rançon peut être payée par l'assurance ou pas? Ça va dépendre des pays, des réglementations, des législations et autres. Euh, Ce qu'on voit aussi, c'est que les assurances sont prêtes à discuter. Si vous avez un bon système de sécurité en place, vous allez être capable de négocier avec plus de poids, finalement, soit la prime, soit le périmètre de couverture de l'assurance. Et donc, ça vous donne aussi des cartes en main pour avoir une meilleure négociation. Mais je pense que le système holistique consiste à prendre une partie du risque avec une bonne sécurité, un bon système de défense, et ensuite, effectivement, peut-être potentiellement transférer une partie du risque à une assurance. Bon, merci, effectivement, l'assurance, ce n'est qu'une assurance et ça protège pas beaucoup, ça dédommage éventuellement. Il y a une deuxième question qui est posée, qui a été posée, alors je les prends dans l'ordre, hein, qui concerne les data centers backup. Et la question est-il également doublé? Alors je crois que tu y as répondu, Benjamin, avec la règle des 3, 2, 1, 1, 0, concernant donc est-ce que les data centers qui effectuent la donnée de backup sont également doublés? Donc effectivement, on peut doubler ce backup.
on peut doubler ce backup via des supports différents. Et c'est là où c'est hyper important, c'est qu'on on se doit de doubler le support. Donc on va effectivement backuper on va backuper les backups sur un support et avoir une copie de ce backup sur un autre support. Et c'est là où l'importance aussi peut-être d'avoir du offline sur ce deuxième backup. Ok, merci, j'espère que ça répond à la question. Lorsqu'on a évoqué, Olivier, lorsque tu as évoqué un petit peu le métier des agents spécialisés dans la cybersécurité et ce que vous faites, la question était posée en disant votre approche permet de sécuriser les systèmes managés par VTX, mais les systèmes managés par les clients. Alors, je te laisse répondre à cette question. Effectivement, cette offre de sécurisation, elle ne s'applique pas qu'aux infrastructures des services providers. Exactement, je pense que Benjamin pourra aller plus dans le détail à ce niveau-là, mais c'est clair que nous, on vient en complément de l'offre VTX de manière jointe et on est capable justement de sécuriser les postes de travail, les serveurs des clients de VTX qui sont ou ne sont pas gérés par VTX en termes de sécurité. Benjamin, peut-être tu peux être plus précis sur la couverture de l'offre complète. Alors, effectivement, il y a 2 approches. Il y a l'approche qu'on a effectivement en termes de service provider auquel on va faire du managed services et on l'a vu, que ce soit sur du backup, de l'IT ou de la sécurité, sur des infras que l'on maîtrise, bien évidemment. Donc on va héberger les données de nos clients, monter des infrastructures pour nos clients sur les data centers que je viens de vous présenter. Ça, c'est l'approche service provider. L'approche, de Kudelski, elle peut être totalement agnostique, je dirais, du service provider et de la technique qui est en dessous. Et on l'a vu, les outils d'Olivier, sont totalement indépendants, des infrastructures des clients. Donc, peuvent s'appliquer effectivement et être contractualisés directement par le client pour sécuriser ses propres services managés et ses propres infrastructures. Alors, il y a plusieurs questions qui concernent également l'usage des VPN. Que fait un firewall? Est-ce qu'un VPN, c'est vraiment solide? Donc, il y a quelques questions là-dessus. Les bons usages du VPN. Donc, concernant le VPN, quels sont les problèmes qui peuvent émerger en utilisant un VPN? Est-ce que c'est hackable? Est-ce que l'utilisation d'un VPN est vraiment efficace? Si je me connecte à un réseau Wi-Fi ouvert, par exemple celui de l'aéroport, je suis toujours à risque, n'est-ce pas? Alors, question aux experts. L'utilisation d'un VPN, est-ce que c'est utile? J'imagine que oui, et particulièrement si je suis à l'aéroport. Tu veux démarrer, Olivier, sur la partie hackable du VPN? Donc oui, bien sûr. Donc les VPN sont importants, ça permet d'assurer finalement une sécurité des données, confidentialité des données et puis authentification des deux entités end-to-end. Et du coup, en se connectant sur un VPN quand vous êtes dans un aéroport ou dans un hôtel ou autre, ça va vous permettre finalement de vous connecter de manière sécurisée à votre entreprise et ensuite de pouvoir faire plus de choses qui nécessitent un niveau de sécurité plus élevé. Maintenant, c'est clair qu'on a toute une problématique aujourd'hui de migration vers le cloud. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même passablement d'éléments qui ne passent plus vraiment par des VPN. Enfin, on n'a plus besoin de se connecter dans le réseau d'entreprise. On va aller se connecter directement sur Microsoft, etc. Donc à ce niveau-là, les VPN sont moins utilisés pour tout ce qui est service cloud. Et puis, l'autre élément, c'est l'authentification. Un des points faibles de tous les systèmes de connexion à distance, que ce soit cloud ou VPN, c'est finalement comment on est sûr que c'est le bon utilisateur qui se connecte pour lui donner les bons droits. Et donc, on va commencer par un mot de passe unique. Donc, si on a un mot de passe, évidemment, c'est déjà un petit peu sécurisé, mais vu qu'on a passablement de fuites de mots de passe sur Internet et autres, on va très vite se faire pirater, certainement, s'il y a une protection uniquement avec un mot de passe. Donc ensuite, on va passer avec des systèmes d'authentification fortes, comme on appelle, donc basés par exemple sur du smartphone ou des SMS ou des choses comme ça, où là, on va augmenter le niveau de protection. Mais de plus en plus, on voit des attaques qui vont être capables, dans certaines conditions, d'être capables de contourner ces systèmes-là. Donc pour nous, société de sécurité, un des points importants pour ces mois à venir, c'est d'être capable de détecter encore mieux les attaques qui sont autour des identités et des utilisateurs.
parce que les utilisateurs sont nomades, les utilisateurs sont une fois sur le cloud, une fois dans l'entreprise, et on a besoin d'être capable d'avoir une bonne détection d'anomalies autour d'un utilisateur pour être capable de voir si par hasard il s'est fait piquer ou pirater son authentification forte, et donc quelqu'un d'autre essaye de l'utiliser à son insu. Merci. Alors, pardon, tu veux compléter, Benjamin? Je vais juste compléter effectivement, en liant les 2, la partie VPN, et j'ai vu une question sur la partie, firewall. En fait, c'est ces 2 éléments qui peuvent être pris vraiment ensemble, dans le sens où le VPN permet vraiment une encryption, ce que disait Olivier, de bout en bout, avec vraiment des notions de sécurité et d'encryption, et le firewall est aussi le premier rempart à l'entreprise. C'est vraiment, on l'a vu sur le schéma que je vous ai démontré, sur la protection active, c'est le premier rempart. C'est ma couche supplémentaire après ma connectivité en termes de rempart, et c'est un élément actif avec une base de données, ce qu'on appelle virale, qui est mis à jour régulièrement en prenant en compte les éléments d'actualité et les failles d'actualité. Et finalement, je lis les 2 parce que le VPN va venir se connecter sur le firewall, et c'est finalement cet encryptage de bout en bout que l'on retrouve entre 2 firewalls, entre mon service provider et mon client. Merci pour ce complément d'information. Alors, une question un peu connexe, hein, il y en a 2. C'est une question qui concerne, alors bien sûr, les mastodontes des services online. Donc, que pensez-vous d'Exchange Online de point de vue sécurité? Et il y a une autre question qui est quid du niveau de sécurité des clouds type Azure et de l'intérêt des backups des données hébergées sur ces services, exemple Exchange, SharePoint? Benjamin, tu veux éventuellement démarrer ou tu veux que je prenne la Alors, question? je vais, On a vu qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise, ces grands acteurs. Enfin, ils sont comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'ils produisent des services virtualisés. Et on a bien vu la démarche aujourd'hui, hein, avec le Bug Bounty, où on fédère des communautés d'acteurs éthiques, hein, pour stretcher ces applicatifs. Et ils sont rémunérés, alors on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, effectivement, hein, qui sont donc versés à ces hackers s'ils trouvent une faille, hein. L'objectif, c'est vraiment donc c'est une sécurisation permanente, hein, qu'ils essayent d'effectuer. On le voit en tout cas avec l'émergence de ces plateformes. Nous-mêmes, on fait pen-tester nos systèmes par ce type de service, hein, où on rémunère à la faille découverte. C'est ce que font les grands acteurs du monde numérique. Et je pense qu'après, tu l'as dit, hein, c'est une délégation de confiance à un tiers, hein. Lorsque je souscris à un service, qu'il soit applicatif ou infrastructure, bah, je renvoie la confiance que j'accorde à ce tiers qui produit le service. Donc, alors, on a parlé de la faille VMware, il y a eu des failles Microsoft dans l'actualité récente également, hein. Je crois que des failles constructeurs ou éditeurs, on en découvre tous les jours. Et heureusement, c'est une lutte sans fin entre les bons et les méchants, qui sont plus ou moins habiles. Donc ça, c'est un petit peu peut-être le premier niveau de réponse. Effectivement, ils sont également aussi exposés par leur ligne de code, par les interconnexions, par les API et ainsi de suite, hein. On augmente notre vulnérabilité avec le numérique. Et donc, on rémunère ces chasseurs de primes pour essayer de trouver les failles. Premier niveau de réponse. Et puis, il y a pour moi, je trouve qu'il y a une notion qui est importante, justement, dans cette délégation de tiers de confiance. C'est la notion de la souveraineté également. On a eu une rupture des services Teams il y a 10 jours. Bah, effectivement, c'est tout un écosystème qui tombe si je suis complètement dépendant de cet usage, d'où la grille que tu proposais, Benjamin, d'analyse de quels sont mes outils et leur niveau de dépendance, où sont mes données et le niveau de dépendance, quelle stratégie de défense j'adopte pour essayer de bâtir une politique qui répond à mes besoins d'entreprise, puisque mes besoins ne seront pas tous identiques, effectivement, en fonction de mon activité et de ma taille. Alors, il y a d'autres questions également. Alors, bien sûr, c'est des sujets... Alors, il y a une question qui concerne le côté opérationnel. Comment validez-vous les backups? Les restaurez-vous tous les jours, ainsi de suite? On parlait de la phase de test, hein, du recovery, hein. Faire un backup, c'est bien, on l'a vu, hein. 3, 2, 1, 1, 0. Donc, dans le 0 restore, c'est quoi les fréquences à laquelle il faut tester le recovery de ces données?
Alors aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de tester l'intégrité de manière automatique des données et le point critique de ces backups, c'est surtout les bases de données. Bases de données qu'il faut globalement, quand elles sont en production, ne jamais arrêter. Mais on a des mécanismes et des outils d'intégrité de backup de bases de données qui nous permettent de le faire. Et globalement, tous les 14 jours, on teste le recovery de nos backups. Merci pour cette explication. Alors, on revient sur l'utilisation du VPN. Question pour les spécialistes. Toujours concernant le VPN, en cas de réseau Wi-Fi ouvert à l'aéroport ou à la gare, par exemple, l'utilisation du VPN n'empêche pas d'être intercepté avec l'utilisation de renifleurs de la part d'un hacker. Est-ce vrai ou comment se protéger? Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, donc un VPN bien configuré, même si quelqu'un va mettre un faux point d'accès Wi-Fi, etc., en fait, il va pas être capable d'intercepter le trafic en clair. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où le client VPN va vouloir se connecter, il va demander l'authentification du serveur VPN. Et cette authentification-là ne peut venir que directement du serveur VPN, si le client est bien configuré de nouveau. Dans ce cas-là, il ne sera pas possible au pirate de terminer l'encryption chez lui, mais l'encryption ira bien jusqu'à l'entreprise. Et donc, oui, il pourra renifler le trafic, mais il verra du trafic encrypté passer. Et donc, du coup, ça maintient le niveau de sécurité lié à la confidentialité et lié à la connexion point à point entre l'entreprise et le client final. Maintenant, c'est clair que si on ne fait pas une configuration stricte et sérieuse, on peut se retrouver dans des situations où l'utilisateur peut dire « Ok, j'accepte le risque ». Et puis du coup, on se retrouve dans la situation où il va autoriser le pirate à finalement l'intercepter et à continuer sa connexion. Donc si un client VPN est bien configuré, un système VPN est bien configuré, oui, c'est sécurisé. Merci pour ces explications. Toujours une question pour toi, Olivier, concernant les solutions que vous avez présentées. Donc, quelles solutions logicielles utilisez-vous pour détecter les intrusions? Analyse de log, point d'interrogation, analyse comportementale, logiciel ou matériel dédié. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionnent vos outils, les EDR, ainsi de suite? J'imagine que c'est la question qui est derrière ce... Exactement. Donc, comme brièvement mentionné sur le transparent que j'ai montré, on a plusieurs points de collecte qui sont des systèmes finalement de sondes qui vont collecter des informations pour essayer de détecter les anomalies. Un point important de collecte dans un environnement informatique, c'est le poste de travail et les serveurs, parce que c'est là-dessus que les pirates vont essayer de rentrer. Comme je vois qu'il y a une autre question qui dit est-ce que l'utilisateur est toujours en guillemets le maillon faible de la chaîne? On peut voir que même dans les attaques à grande échelle inter-État, souvent l'attaque elle commence par un email qui a été envoyé quelque part avec quelqu'un qui a interagi avec cet email, etc. Donc oui, l'utilisateur reste un point important et donc le poste de travail reste un point extrêmement important à sécuriser parce que c'est le point d'entrée de beaucoup d'attaques. Après, on va parler, donc ça se fait avec ce qu'on appelle des EDR. Donc, c'est des Endpoint Detection and Response Solutions. Par exemple, dans le cadre du partenariat qu'on fait avec VTX, on utilise CrowdStrike. Mais on supporte aussi, par exemple, Defender for Endpoint de Microsoft. Et il y en a d'autres. Ensuite, on va travailler au niveau du réseau. Et c'est là que les firewalls intelligents, les systèmes de type NDR, donc Network Detection and Response, vont être utilisés pour essayer de trouver des anomalies qui se passent au niveau du réseau. Ça, c'est utile quand vous avez un réseau informatique à vous et que vous voulez contrôler un peu les flux qui se passent dedans pour voir s'il y a des anomalies. Au niveau du cloud, on a différentes solutions. Microsoft fournit des solutions pour protéger le cloud Microsoft et pour le surveiller. Donc là, on va se baser sur des sondes qui viennent soit de Microsoft, soit de Amazon, soit de Google, qui sont spécialisés là-dedans. Et au niveau des environnements industriels, là, on arrive dans du très spécifique et du coup, on a des fournisseurs qui comprennent finalement les solutions industrielles, comme par exemple Siemens, Rockwell, Honeywell et autres, et qui vont être capables de voir s'il y a des anomalies qui se font entre ces équipements-là. Donc l'écosystème complet, il n'y a pas une seule solution. Après, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va centraliser ces informations dans un corrélateur d'événements. Ça s'appelle un SIEM. Et puis là, on supporte différentes technologies comme Microsoft, Splunk et Elastic. D'ailleurs, je crois que le grand problème n'est pas tellement du côté des outils. Le gros du problème, c'est de réussir à ne pas traiter trop de faux positifs.
Donc, je crois que c'est là où il y a une grande courbe d'apprentissage et effectivement, parce qu'on peut remonter beaucoup d'incidents. Donc, on parlait de détection de comportement. Hein. Si j'entre 4 fois mon mot de passe erroné, je vais détecter un incident au niveau de mon système. Et donc, c'est de réussir à identifier. Je crois que le gros du travail, on l'a vu, 24 milliards de données traitées chaque jour, pour au final n'intervenir que sur une dizaine d'incidents réels. Donc, c'est la grande force. Enfin, c'est toute l'intelligence, elle est là. C'est dans cette capacité de ne pas devoir traiter trop de faux positifs. C'est souvent l'écueil qu'on a pu voir sur le marché dans la mise en œuvre de solutions. Les solutions, elles existent. Hein, les EDR, on peut les déployer. Mais c'est vrai que souvent, la complexité, elle est comment je traite ces logs et comment j'arrive à faire quelque chose d'efficace en termes de sécurité. Hein. C'est juste, tout à fait juste. Alors, il y a une question également intéressante. Que pensez-vous du degré de confidentialité des données stockées chez Microsoft en Suisse versus des données identiques stockées chez un partenaire indépendant tel qu'Infomaniac? Alors, on travaille avec Microsoft aussi. On est service provider, on a nos propres clouds, on a nos propres nuages cloud, mais on ne va pas se fermer non plus à nos clients qui veulent aussi se diriger vers de l'AWS et du Microsoft. Parce que ils ont des mécaniques de service qui vont beaucoup plus vite que nous. Donc on ne se ferme pas à ces clouds-là. Cependant, on va rajouter nos couches de sécurité aussi. En termes de couches, quand on parlait de couches, donc on va aussi rajouter nos couches de sécurité qu'à la fois software, uniquement software, sur des clouds comme Microsoft ou Amazon, pour encore plus sécuriser ces éléments-là. Et on va gérer notre backup de manière indépendante. Donc on ne va pas se fermer à ces clouds-là. Après, en termes de confidentialité, je dirais que chaque provider gère à sa façon. Si je vous ai pris le cas d'OVH, c'est pas pour rien, parce que c'est un acteur qui devient européen, mais aussi mondial. Et je pense qu'il est important aussi de regarder contractuellement et en termes de SLA ce que vous avez et votre risk management. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de vous avez 3 questions et vraiment à quel niveau vous mettez le risque et à quel niveau, contractuellement, votre service provider a un impact et peut avoir un impact sur vos données. Tu es en mute, Claude. Pardon, je remets le micro. Question également posée par Frédéric. On parle de légende urbaine de réalité. Il semble que la NSA est capable de casser un certificat SSL en quelques heures. Est-ce vrai, oui ou non? Bon, on parle d'un SSL à combien de bits, je ne sais pas. 128, 256. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'imagine que oui. Enfin, en sachant qu'ils travaillent en général au moins 5 ans en avance par rapport au marché, on va dire, commercial, que ce soit tous les éléments de renseignement de la NSA et d'autres puissances mondiales. Hein. Il n'y a pas que la NSA, il y a d'autres grandes puissances qui ont aussi une artillerie lourde à ce niveau-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont créé des data centers dans le désert pour stocker des données chiffrées à grande échelle en attendant les ordinateurs quantum pour être capables de déchiffrer après coup. Donc, s'ils ne sont pas capables de le faire en temps réel, en tout cas, ils sont déjà en train de stocker des données pour essayer de le faire dans le futur. Mes données intéressent-elles la NSA? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on le disait, hein, chaque entreprise doit aussi se forger sa propre gouvernance en fonction de son risque et de son activité. Voilà. Alors, il y a une question, on revient sur la souveraineté également et sur les architectures sécurisées. Donc, Nicolas qui nous dit, Swisscom a une solution cloud qui n'est accessible que depuis le routeur du client ou du VPN. Est-ce réellement sécurisé? Pour l'interrogation. Je vais prendre la question. Il y a différentes manières de se connecter. Effectivement, Swisscom je pense que c'est plus un modèle économique. Ils ont choisi un modèle économique de vendre le cloud avec une connexion et finalement de chiffrer de le bout en bout. Que ce soit, ce qu'on a vu, on a parlé tout à l'heure de VPN, donc c'est une autre solution qui est envisagée. Finalement, toutes les solutions se valent et en fonction de votre capacité et de répondre au mieux à votre besoin, on va vous orienter vers différentes solutions. On n'est pas fermé, nous, de notre côté, en tant que service provider, à une seule solution. On délivre aussi de la connectivité, donc on peut très bien aussi délivrer l'ensemble de la sécurité de votre poste de travail jusqu'à votre cloud. Donc je pense que Swisscom
un modèle économique qui est un peu différent. Est-ce que c'est plus sécurisé ou moins sécurisé? Les solutions se valent pour moi. Tant mieux. Pardon, merci en tout cas pour ces réponses. Je crois qu'on touche à la fin de cet exercice. Il y a encore peut-être des questions qui arrivent dans le jeu. En tout cas, bon, on l'aura compris, c'est un sujet plus que d'actualité. Je crois qu'on a eu l'occasion d'échanger ces derniers temps et de préparer. Alors, il y avait quand même peut-être une dernière question, simplement pour nous aiguiller sur il y avait une question qui concernait de manière très opérationnelle combien coûte un niveau de prix, hein, combien coûte la mise en œuvre d'une solution de surveillance. Vous pouvez nous donner une indication de prix, Benjamin, peut-être, sur les solutions qui ont été proposées pour éclairer un petit peu les auditeurs également. Là. Il y a un pendant que j'aime bien. Pour sécuriser donc, ce qu'expliquait Olivier pour la partie EDR, donc on va installer sur du laptop ou du serveur, on est sur le prix globalement d'un forfait mobile par utilisateur. Donc on va être aux alentours de 20-25 francs pour sécuriser avec de la détection active, avec du vrai 24/7 et de l'humain derrière, une solution globale pour mon entreprise. Merci pour cet éclairage. Alors, on va conclure, si vous êtes d'accord. Je voulais revenir sur un point, ça a été soulevé plusieurs fois et on l'a dit. Il faut faire les bonnes architectures, il faut se poser les bonnes questions. On est dans des écosystèmes de plus en plus complexes. Mais néanmoins, on a vu aussi la grande vulnérabilité que nous sommes, nous, humains, usagers du numérique. Et simplement pour dire qu'on ne s'intéresse pas qu'aux outils, également, même si c'est des préalables nécessaires, hein, mais on s'intéresse justement aussi à l'accompagnement des usagers des réseaux numériques. Et donc, en complément du livre blanc, qu'on publiera la semaine prochaine et qu'on vous enverra par mail, on travaille également sur un module de formation à destination donc, des utilisateurs, hein, des usagers en entreprise, des réseaux numériques, pour essayer justement de sensibiliser. Donc, ce qu'on a appelé pour l'instant, le nom de code, c'est un peu permis de surfer, quoi. C'est un peu ça. Mais effectivement, ce travail, il est plus que nécessaire. On ne peut pas simplement résumer. On doit avoir les bons outils, on doit avoir les bonnes architectures, mais il faut vraiment mener un accompagnement sur les usagers au quotidien dans l'entreprise si on veut endiguer ce marché en pleine excroissance qu'est la cybercriminalité et les ransomware. Merci. Un petit mot de conclusion, messieurs. Terminé. Tu veux démarrer, Olivier? Soyez vigilants et s'il devait vous arriver quoi que ce soit, on est là avec VTX pour vous aider à résoudre une situation d'urgence à laquelle vous feriez face. N'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre temps. On est effectivement dans un sujet qui est extrêmement vaste. Je ne vais pas revenir sur les 4 conseils que je vous ai donnés. Vous avez les clés en main aujourd'hui. Et on est à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez des problématiques à discuter. Très bien, et ben merci beaucoup. Donc en complément, oui, ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition pour ceux qui veulent le revoir et si vous voulez partager avec des collaborateurs qui n'auraient pas pu le suivre. Et puis, on vous remercie d'avoir assisté à cette petite présentation et on vous dit à bientôt pour de l'actualité du monde numérique. Merci messieurs, très bonne journée à tous et merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.